Je me suis dit qu'un film qui s'appelle donc Hardcore était un film qui était absolument passionnant de passer dans le cadre du cycle John Ford. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce film. Est-ce que vous... Une personne, c'est vous? Deux? Ah oui, vous voyez. Bah, j'ai bien fait, je suis très content, parce que c'est un film qui est relativement difficile à voir, qui a été, au moment de sa sortie, un relatif échec public et critique, et que petit à petit on commence à redécouvrir. Alors ça me permettait aussi de parler d'un cinéaste qui s'appelle Paul Schrader, qui est un cinéaste important justement de cette génération Nouvelle Hollywood. Il est né en 1946, Paul Schrader, donc il est vraiment de la même génération que Martin Scorsese, que Brian De Palma, John Milius, enfin tous ces cinéastes de Nouvelle Hollywood dont on a parlé il y a 2-3 ans. Mais ce qui est passionnant avec Paul Schrader, et c'est aussi, on pourrait dire, son problème, si vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui, avant de faire des films, son premier film date de 78, donc c'est assez tardif par rapport à cette décennie-là. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est un de ses, je pense que les deux meilleurs films de Paul Schrader, je vous le dis comme ça évitera de le redire, c'est Blue Collar, le premier film qu'il réalise sur les ouvriers américains dans une usine automobile à Détroit. Film absolument formidable, sans doute un des films les plus intelligents et violents aussi qu'on ait jamais réalisé sur l'univers du syndicalisme américain. Je vous conseille de voir ce film avec Harvey Keitel, Yaphet Kotto, Richard Pryor, le comique américain qu'il a tourné dans son premier film, on pourrait dire dramatique, en tout cas non comique. Donc Blue Collar, enfin le col bleu, l'ouvrier, c'est son premier film en 78. Il va réaliser ensuite Hardcore, le film que vous voyez ce soir, et ensuite il va signer son plus grand succès, d'ailleurs public et aussi critique, qui est American Gigolo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film avec Richard Gere. Film absolument passionnant, peut-être que j'en dirai un mot, certains d'entre vous. Qui a vu American Gigolo parmi vous? Ah là, voilà. Beaucoup plus, donc on en redira un mot parce que je parlais avec l'un d'entre vous tout à l'heure du passage années 70-80, et ce qui est fascinant, c'est effectivement c'est de voir combien le cinéma américain des années 70 il devient esthétiquement les années 80 en l'espace presque de 6 mois, 1 an. Moi qui ai vu évidemment pas mal de films de cette période et aussi le moment fin 70, début 80, je pense que c'est vraiment au cours de l'année fin 80, début 81 que se met en place l'esthétique qu'on appelle les années 80. Voilà, les brushings, les costumes Armani un peu amples, la musique électronique, Giorgio Moroder dans American Gigolo, etc. Et c'est assez fascinant de voir Paul Schrader qui en 78 fait Hardcore, qui est un vrai film des 70s. Esthétiquement, tout y est. La ville, la dimension documentaire, les habits, la mode, les remarques, le type de personnage. Et 1 an et demi, 2 ans plus tard, il tourne avec American Gigolo avec Richard Gere, qui est une sorte de nouveau venu là, dans le cinéma américain, le nouveau cinéma américain des années 80. Et là, on a le sentiment que l'Amérique a intégralement changé. Et c'est fou comme le cinéma le documente ça. Comme on voit immédiatement qu'on est dans un film des années 80 ou des années 70. Et je pense que la transition, elle s'opère au début des années 80-81, dans ces eaux-là. Amusez-vous à reprendre des films de cette période-là, 80-80, et voyez à quel moment, esthétiquement, ça bascule. Mais véritablement, la mode n'est plus la même, les musiques qu'on écoute ne sont plus les mêmes, les coiffures, plus rien n'est pareil. Ça, c'est assez fascinant. Et donc, Paul Schrader, pourquoi Paul Schrader? Parce que c'est quelqu'un qui va d'abord se faire connaître comme scénariste. Hein, et d'ailleurs, ça restera son problème toute sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui a réalisé quand même 18 films, c'est pas rien, il a quand même une œuvre assez conséquente, Paul Schrader, et pourtant, il restera surtout reconnu pour les scénarios qu'il a écrits. Et ça, c'est vrai qu'il a écrit des scénarios qui sont évidemment importants dans l'histoire du cinéma américain, puisqu'il a écrit le scénario de Taxi Driver de Martin Scorsese. Et vous savez, au moment où on a parlé de Taxi Driver il y a 2 ou 3 ans, vous avez dit que Taxi Driver était un film autant de Martin Scorsese que de Paul Schrader. Et vous allez voir de mon Hardcore ce que je voulais dire. Il a fallu attendre un petit peu de temps pour que cette idée s'éclaircisse, mais si vous avez patienté, vous allez comprendre pourquoi effectivement Taxi Driver était vraiment aussi un film de Paul Schrader en regardant Hardcore ce soir. Il a écrit beaucoup d'autres scénarios, c'est lui qui a écrit le scénario de Raging Bull par exemple, et il s'est fait connaître en fait au début des années 70 en écrivant avec son frère, qui lui aussi est scénariste, Leonard Schrader, le scénario d'un film qu'il a réussi à vendre extrêmement cher à Hollywood à l'époque, ce qui lui a permis d'exploser d'un seul coup. C'est le scénario de Yakuza de Sidney Pollack. Vous avez peut-être vu ce film. Avec Robert Mitchum, formidable. Et c'est comme ça que Paul Schrader va, on pourrait dire, faire ses premières armes, entrer, mais tout de suite par la grande porte d'Hollywood, en vendant le scénario de Yakuza. Il se met à avoir la cote auprès des cinéastes de cette génération-là, en disant c'est qui le type qui a écrit le scénario de Yakuza. Et d'un seul coup, il va commencer à côtoyer John Milius, Brian De Palma. Il écrira le scénario d'Obsession de Brian De Palma. Enfin bref, il va écrire des scénarios évidemment importants.
Et puis ensuite, il va évidemment, il a envie de faire des films, lui, tout simplement. Et c'est là qu'il va passer à la réalisation en 78 avec Blue Collar et puis Hardcore. Avant que je vous dise un tout petit mot de Hardcore, parce que je voudrais, si vous n'avez pas vu le film, que vous le découvriez vraiment. Et presque donc ne rien vous dévoiler de l'histoire. Je pense que l'effet de surprise, il est intéressant quand on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Je voulais quand même vous rappeler que Paul Schrader est quelqu'un qui a la particularité, en tout cas c'est ce qui fait son histoire, un peu sa légende aussi, c'est qu'il est né dans le Michigan, à Grand Rapids. Vous allez voir que le film commence exactement là, dans un milieu calviniste extrêmement rigide, hein, l'église réformée, et dans sa famille à lui, si vous voulez, le cinéma, la télévision, la musique rock, le maquillage, c'était en gros les signes du diable. Hein. Il a été éduqué comme ça, un vrai calviniste, Paul Schrader. Il a vu son premier film à l'âge de 17 ans. Autrement dit, cette espèce d'enfance dans un milieu extraordinairement, on pourrait dire pieux, pour pas dire plus, a conditionné évidemment une grande partie des films qu'il va faire par la suite et des thèmes qu'il va faire par la suite. Vous allez voir que Hardcore a une dimension autobiographique. Alors c'est pas forcément d'ailleurs très reluisant pour Paul Schrader et sa famille, et en particulier pour son père. Jean-Paul disait que George C. Scott, hein, qui joue le rôle principal, acteur absolument génial. Et George C. Scott, c'est le père de Paul Schrader qui a servi de modèle. Hein, vous allez voir. Et donc, il est né là, et donc dans un endroit presque hors du monde, et puis il est allé à Hollywood. Et cette espèce de confrontation, si vous voulez, entre d'un côté une éducation calviniste, où le cinéma était l'antre des débauchés, c'était Babylone, et puis son arrivée à Hollywood, où il y avait d'un seul coup, évidemment, l'univers presque diabolique, tel qu'il a été... il était dépeint au moment de son enfance, lors de son éducation, cette espèce de contraste, on pourrait dire, entre un puritanisme ultra aigu et de l'autre, la débauche absolue qu'est le Hollywood des années 70. Cette espèce de contraste-là, ce paradoxe-là, il forme l'univers de Paul Schrader. Et tous ces films sont à voir, hein, à l'aune, si vous voulez, de cette espèce de conflit intérieur. Comment faire quand je suis calviniste et je me balade sur Hollywood Boulevard au milieu des pipe shows, quoi. C'est ça le sujet des films de Paul Schrader, grosso modo. Et c'est là que vous comprenez, évidemment, déjà peut-être l'influence qu'il a pu avoir sur Taxi Driver, qui est le film qui va évidemment le lancer avec d'autres scénarios. Alors, voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, beaucoup plus de Hardcore. Le titre renvoie à deux choses dont je ne vous parle pas, mais vous verrez. Alors vous imaginez tous que le hardcore, évidemment, est un genre du cinéma porno. On est évidemment à la fin des années 70. Le porno est devenu un truc super chic et hype au milieu des années 70. Hein, il a envahi le cinéma américain. Vous connaissez tous les histoires de la gorge profonde derrière la porte verte. Et à l'époque, le porno, c'est super chic. Hein, le tout Hollywood allait voir des films porno. Voilà, des grands hommes politiques, de grands écrivains écrivaient pour Playboy, donnaient des entretiens à Playboy. Playboy, c'était pas uniquement un magazine avec des photos de charme, hein, ou des photos érotiques. C'était aussi un lieu de la contestation, hein, Playboy. Ça, il faut s'en souvenir. Et donc le film, vous allez voir, évoque, hein, ce milieu. Donc le hardcore renvoie à ça, mais il renvoie aussi à autre chose. Enfin, je vous demande plutôt de vous interroger sur la signification du titre, qui a passé son sens superficiel. Oui, bon, le hardcore, on a compris, c'est comme le porno. Et ça veut peut-être aussi raconter autre chose. Voilà, je vous en dis pas plus, si ce n'est que vous allez voir que la plupart des collaborateurs du film sont des gens que Paul Schrader a piqué à Martin Scorsese. Le chef opérateur, c'est Michael Chapman, qui a éclairé beaucoup de Scorsese, dont Taxi Driver. Et évidemment, vous allez voir tout de suite que la photographie est de Michael Chapman. Et vous allez voir aussi, hein, la façon dont Paul Schrader en fait, fait un peu son Taxi Driver à lui. Hein. C'est un peu ça l'idée. On parlera du lien tout à l'heure. Et si je vous dis ça, et si on est dans un cycle Ford, c'est qu'il y a un film dont je vais un tout petit peu vous parler un moment, en rapport avec celui-là, qui est évidemment La Présidente du désert. Film qu'on n'a pas programmé dans le cycle Ford, considérant que c'était un acquis pour tout le monde, un film que vous connaissez par cœur. Donc, mais ça m'intéressait de passer des films autour, hein, et de voir comment certains de ces films rayonnent avec le film de John Ford, qui a été encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis vraiment, un des films, ou peut-être le film de Ford, qui a le plus passionné les cinéastes de la génération d'après. Hein, c'est vraiment là-dessus qu'ils se sont braqués. C'est ce film-là qui les a le plus intéressés. Et on verra d'ailleurs pour quelles raisons. Et ce que Paul Schrader en fait, et comment et pourquoi. Paul Schrader a continué à faire des films dans les années 80, 90, 2000. Il a réalisé beaucoup de films. Et son dernier, c'est The Canyons. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un film qu'il a mis du temps à monter. Il n'a pas réussi à trouver d'argent à Hollywood. Donc il s'est servi du crowdfunding. Il a lancé une campagne de financement participatif sur Internet pour réaliser quelques dizaines de milliers de dollars et faire ce film, qui est une sorte de film dont il disait lui-même c'est un film sur le post-cinéma, sur la fin du cinéma. Il considère, comme quelques gens de sa génération, qu'au fond le cinéma n'existe plus.
hein, mais on vit dans les ruines du cinéma, on vit dans un post-cinéma, et The Canyons est un film qui est absolument passionnant pour ça. Vous pouvez le trouver évidemment en DVD. Et dernier film qui peut-être vous dira quelque chose, c'est lui qui a réalisé un remake de La Féline en 1982 avec Nastassja Kinski et Malcolm McDowell, film qui était assassiné à l'époque parce qu'il touchait évidemment un monument sacré de la cinéphilie qui était le film de Jacques Tourneur, mais c'est lui qui a signé le remake, on pourrait dire un peu pop érotique et un peu sanglant en 1982. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et on se revoit tout à l'heure. Alors, il y a pas mal de choses à raconter, mais ce qui serait bien, enfin, encore une fois, je dis ça à chaque fois, mais je suis assez optimiste de nature, que vous me donniez aussi votre point de vue sur le film, parce que quand on découvre évidemment le film, indépendamment de ce que je vous ai raconté au tout début, hardcore, l'univers du porno, c'est qu'on est évidemment assez surpris, et puis c'est évidemment l'effet de contraste très fort qui est recherché entre Paul Schrader. D'ailleurs, je pense même que c'est l'écart maximal. Alors, est-ce que c'est une limite dans le film ou pas, d'ailleurs, et de voir, on pourrait presque dire, un tel écart entre d'un côté une Amérique, l'Amérique puritaine qui vit dans ce monde à la fois un peu ouvrier, classe moyenne, ce monde assez bigot, ou presque fermé sur lui-même, hein, un peu pétrifié, il neige, on a l'impression que c'est l'hiver sans arrêt dans cette espèce de communauté, et puis de l'autre, évidemment, sous le soleil californien, de la débauche, on a un écart entre ces deux mondes, l'un étant, au fond, de façon même presque un peu didactique, le contre-champ de l'autre. Enfin, voilà, hein, c'est dans la vision relativement, même pas relativement, totalement, on pourrait dire, binaire et tranchée des Van Dorn et de la bande, hein, de cette communauté calviniste-là. Évidemment, le monde dans lequel va plonger George C. Scott, c'est le mal absolu. Hein, que tous les clignotants, on pourrait dire, sont au rouge. Hein, c'est une véritable souffrance. Alors, il y a deux petites choses que je voulais vous dire, je pensais à ça en revoyant le générique. Parce que Paul Schrader, avant évidemment de faire des films, encore une fois celui-là est son deuxième film, c'est quelqu'un qui avait donc été scénariste, mais avant d'être scénariste, ça a été un critique de cinéma, Paul Schrader, et qui a été d'ailleurs beaucoup soutenu par une critique dont je vous ai beaucoup parlé, qui est Pauline Kael, vous voyez, cette fameuse critique du New Yorker, et Pauline Kael a été presque le mentor de Paul Schrader. C'est elle, en fait, qui lui a permis de rencontrer beaucoup de cinéastes du Nouvel Hollywood, dont des gens comme Brian De Palma et John Milius. Vous avez vu John Milius, l'homme qui est crédité comme producteur exécutif, hein, dans le film. John Milius, l'homme de Graffiti Party, l'homme qui a écrit le Snow d'Apocalypse Now, c'est John Milius qui est une figure importante, droitière, grand passionné, fanatique des armes, hein, un peu comme Paul Schrader. Moi, pour avoir rencontré Paul Schrader il y a 4-5 ans, il m'avait montré, il avait toujours son pistolet sur lui, hein, même à Paris, il se baladait avec son pistolet sur lui. Hein, mais bon, l'homme est un peu bizarre, quoi. Mais voilà, fanatique des armes, etc. etc. Et Paul Schrader, avant donc de faire des films, a été critique de cinéma, plutôt très intello. C'est quelqu'un qui, en 72, écrit un essai, il écrit 2 essais qui, encore aujourd'hui, font autorité, en tout cas sont des essais reconnus, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les écrits de cinéastes, mais dans son cas c'est vrai. Il a écrit d'abord en 72 un essai sur le style transcendantal chez Dreyer, Bresson et Ozu. Je vous dis ça, parce que c'est important d'avoir ça en tête. Vous me dire quel rapport, oui mais il y en a un quand même. Et puis ensuite il a écrit un livre assez connu qui s'appelle Notes on film noir, qui est un livre sur le film noir. Donc en fait Paul Schrader, avant d'être scénariste, il a même écrit 2 livres relativement importants, hein, dans l'histoire des écrits sur le cinéma. Et puis donc il va rencontrer Pauline Kael. Alors vous avez vu qu'il y a 2 blagues à un moment donné qui sont faites avec les gens de l'UCLA, qui est une des écoles. On pourrait dire il y a 2 grands pôles des écoles de cinéma de la côte ouest américaine. C'est l'USC d'un côté, hein, et puis l'UCLA de l'autre. Et donc les cinéastes venaient soit d'un côté, soit de l'autre. Par exemple, des gens comme Coppola venaient de l'UCLA, John Carpenter venait de l'USC. Enfin, ils venaient de ces différentes écoles. Et j'aime beaucoup cette espèce de cinéaste apprenti. Enfin, c'est vraiment, moi qui fais études de cinéma, je vois vraiment ce que c'est. C'est le type qui a vu toute la journée via les profs des films de Dreyer, de Bergman, de Tarkovsky, de Fellini, etc., etc. Et puis un jour, comme première expérience, on lui dit de tourner un porno. Mais il croit quand même qu'il fait encore de l'art.
Donc il imagine encore qu'avec 3-4 starlets ou des cornues, etc., il a quand même encore un plan de Gertrude en tête. Il dit là, je vais faire du Gertrude. Hein, ce côté grotesque et en même temps très sympathique et tout à fait juste pour des gens qui font des études de cinéma et qui souvent passent derrière la caméra. Hein, ils ont parfois le sentiment en fait, de vouloir appliquer les théories, les leçons des grands maîtres sur n'importe quel, ce qui est d'ailleurs assez touchant d'une certaine façon. Hein, penser qu'on peut faire du Dreyer en filmant un pot de yaourt, why not? Mais il y a un peu cette idée-là. Et on voit bien dans les petites blagues, les petits pics que lance Paul Schrader à tous ses collègues de l'UCLA, des gens qu'il a connus, qu'il a côtoyés dans les années 70. Je trouve ça évidemment assez drôle. Un mot aussi sur George C. Scott, qui est un acteur phénoménal. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Quand Paul Schrader écrit le scénario, il écrit en ayant en tête John Wayne. Hein, évidemment, ce n'est pas inintéressant. C'est que c'est la figure qui se modèle quand il écrit le scénario de Hardcore, c'est John Wayne. Il imagine que John Wayne, c'est Jake Van Dorn qui débarque donc dans le milieu, dans cette espèce d'endroit totalement crapoteux. Et finalement, c'est George C. Scott qui va avoir le rôle. George C. Scott, je rappelle que c'est quand même un acteur, un des grands acteurs, malheureusement un peu oublié aujourd'hui, me semble-t-il, du cinéma américain des années 60 et 70, qui a commencé à être révélé dans Autopsie d'un meurtre. Vous l'avez, j'imagine, vu, film de Preminger, avec James Stewart. C'est là qu'il a vraiment explosé. Il a tourné ensuite beaucoup de films, et une de ses, alors notamment dans L'Arnaqueur dans les années 60, et les années 70 ont été pour lui une période extrêmement prolifique, notamment en 70, c'est lui qui incarne le général Patton. Hein, vous avez peut-être vu ce film absolument formidable d'un autre cinéaste sous-estimé sur lequel il faudrait un jour faire un cycle, qui est Franklin Schaffner, L'homme de papillon, La planète des singes, Patton, ces garçons qui venaient du Brésil. Voilà, Franklin Schaffner, voilà un nom que je vois peu cité dans la critique et pourtant qui est vraiment un grand cinéaste populaire, d'auteur, avec des thématiques, on pourrait dire des motifs récurrents, c'est lui. Et donc George C. Scott a été Patton, et George C. Scott a été dans l'armée hein, dans sa jeunesse, et c'est au fond un personnage qui était même en termes de conviction relativement proche du personnage qu'il est en train de jouer ici, si ce n'est qu'il avait quand même, il n'avait pas du tout sa langue dans sa poche, parce qu'il est connu pour avoir été 1 an et demi, 2 ans avant Marlon Brando, le premier acteur à avoir refusé l'Oscar du meilleur acteur à l'époque pour Patton. Il a refusé hein, d'arriver là au moment de la cérémonie des Oscars, considérait que tous les gens d'Hollywood étaient tous des petits branleurs et qu'il n'avait pas envie d'être reconnu par ces gens-là, ça ne l'intéressait pas. Et donc le refus de Brando de recevoir l'Oscar en 72 à cause, vous vous souvenez sans doute, de l'occupation des Indiens de l'île d'Alcatraz. Hein, à l'époque, il ne veut pas chercher l'Oscar du parrain en solidarité avec les Indiens qui occupaient Alcatraz. George C. Scott, 2 ans auparavant, le fait, lui non plus. Aujourd'hui, ça se fait. Même en France, on a eu Alain Delon. Hein. Mais la plupart tous les acteurs allaient chercher, même par moments déçus, peu importe, jouer le jeu, tout simplement de la profession de l'industrie, aller chercher l'Oscar. George C. Scott a refusé de le faire. Alors, autre chose évidemment, c'est que George C. Scott incarne, comme je vous le disais tout à l'heure, le père, on pourrait presque dire, de Paul Schrader. Tout le début du film s'est tourné dans les lieux où a vécu véritablement Paul Schrader. C'est sa ville natale, hein, ce sont des lieux qu'il connaît. Il y a même au cours de la séquence d'ouverture, hein, où on voit cette espèce de cérémonie post-messe religieuse, Noël, etc., etc. Il y a beaucoup de gens de la famille de Paul Schrader qui sont là. Et je crois pas dire une bêtise, mais je suis sûr à 95% que c'est la mère de Paul Schrader qui est la mère dans le film au début. Hein, alors là, vieux truc à la Martin Scorsese, on fait jouer les parents, vous savez, les parents de Scorsese qui sont apparus souvent chez Scorsese. Là, Paul Schrader demande à sa mère d'être là. Alors, au fond, Hardcore, c'est un film, me semble-t-il, à moins que vous ayez une vision différente, qui est en fait assez clair comme de l'eau de roche, d'une certaine façon. Et je dirais que c'est à la fois sa force, son charme, mais aussi sa limite, d'une certaine façon. Il est clair comme de l'eau de roche parce que c'est une relecture, une énième, on pourrait dire déjà, relecture de La Princesse du désert. Hein, alors là, j'imagine que vous avez tous en tête le film de John Ford, et vous voyez d'ailleurs toutes les références en permanence que Schrader a utilisées. Hein, elles sont quand même, elles éclatent au visage. George C. Scott étant le John Wayne des années 70. Sont plus les Indiens Comanches, mais cette fois, c'est le monde évidemment du porno, la dépravation sexuelle, enfin toute la thématique évidemment très puritaine qui est présente dans le film de John Ford, elle est aussi présente dans le film de Paul Schrader. On a même, quand vous regardez bien, le rôle du métis Jeffrey Hunter qui accompagne John Wayne d'un peu du désert, et là est joué par une femme. Le métis, c'est quoi? C'est celui qui
qui appartient aux deux mondes à la fois, d'une certaine façon. Hein. Et là, le rôle que joue Nikki, Susan Hubley dans le film, cette espèce de prostituée qui récupère à mi-parcours de son aventure, elle joue le même rôle que Jeffrey Hunter aux côtés de John Wayne dans La Première du désert. Évidemment, Debbie, c'est qui? C'est Kristen, c'est la fille de George C. Scott. Et puis, on a exactement, au fond, le même trajet jusqu'à la fin. Hein, avec, on pourrait presque dire d'ailleurs, une dimension presque encore plus marquée que dans le film de Ford, jusqu'à la fin. Voilà, on a une scène de relecture de La Première du désert, avec évidemment Taxi Driver en tête. Alors, pour ceux qui ont encore Taxi Driver en tête, vous avez peut-être repéré qu'il y a beaucoup de points communs avec Taxi Driver. La séquence de déambulation, la première de George C. Scott dans les rues de Los Angeles, c'est quasi une reprise de la séquence de déambulation de Robert De Niro dans Taxi Driver dans les rues de New York. Hein, souvenez-vous, il faut aussi se rappeler que Taxi Driver avait été écrit à l'origine pour Los Angeles, il a été tourné ensuite à New York, comme si avec ce film-là, Paul Schrader disait mais moi je vais faire mon Taxi Driver, celui que j'avais totalement prévu, c'est là. Et d'ailleurs il prend donc le même chef-op, il prend le même acteur qui joue le rôle du détective privé, dont le nom m'échappe d'un seul coup. Voilà, Peter Boyle, génial acteur, hein, pareil, qui appartient, l'acteur de cette décennie-là, hein, c'est un peu, on parlait de George C. Scott ou beaucoup de gens comme ça, et Peter Boyle qui dans Taxi Driver jouait le rôle de Wizard, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc c'est un film qui ne cache pas du tout, en fait, on pourrait dire la filiation dans laquelle il s'inscrit, qui est double d'ailleurs, Ford d'un côté et Scorsese évidemment de l'autre. Bon, après, il y a évidemment, pour moi, en fait, il faut aller tout de suite au problème du film. Et donc, il faut aller tout de suite au hardcore. Parce que je pense que, vous l'avez compris, il n'y a pas... On peut parler des heures, par exemple, je revoyais, avant de partir tout à l'heure, la séquence d'ouverture, qui est une séquence d'ouverture typique des années 70, des séquences qu'on ne tourne plus aujourd'hui. Hein, cette idée qu'en 15-20 plans, hein, avec une très forte qualité documentaire, et c'est là-dessus que j'insiste. En 15-20 plans, Paul Schrader, mais ce n'est pas le seul, plein ont su faire exactement comme lui, en 15-20 plans, il sait faire exister un monde, une communauté avec des détails. On a l'impression d'avoir toujours été là. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est-à-dire que c'est surtout cette nostalgie qu'on a parfois sur le cinéma dit des années 70, c'est toujours avoir ce sentiment, effectivement, que quand on voit, ne serait-ce que le début de Hardcore, j'ai l'impression de voir ce qu'était l'Amérique de cette époque-là. J'en sais plus sur elle, quoi. Je la comprends, elle m'informe sur ce qu'était, mais comment étaient habillés les gens, ce qu'ils faisaient, l'air, les panneaux de signalisation, la petite église, tout. Il y a une qualité documentaire, il y a aussi un temps. Hein, c'est qu'aujourd'hui c'est très compliqué de commencer un film s'il n'y a pas une séquence d'action ou un truc ou un twist narratif, comme on dit, qui arrive tout de suite au bout de 10 minutes. Là, le premier quart d'heure, il ne se passe rien. Hein, je veux dire, effectivement, on le voit, la cérémonie, on voit des enfants, comme on imagine Paul Schrader l'était, petits, s'ennuyer devant les débats théologiques des parents. On les voit regarder des spectacles débiles à la télévision. J'aime beaucoup cette idée, voilà, de la famille qui est devant un spectacle un peu inepte de Père Noël en train de danser. C'est au moment, effectivement, c'est cette Amérique de cette époque-là. On regarde en famille un spectacle, et puis l'oncle Joe s'énerve, on a marre de voir ses débilités, éteint la télévision. Il y a une qualité, en fait, c'est vraiment des... moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de me dire, voilà, est-ce que les films sont de leur temps? C'est-à-dire qu'est-ce que, quand je revois un film autour des années, je sais pas, 30, 60, 80, 2000, est-ce que ça restitue aussi, c'est pas uniquement le but du cinéma évidemment, mais est-ce que ça restitue aussi ce qu'était ce moment-là? Et les années 70, c'est génial pour ça, parce que c'est les meilleurs documents possibles, quel que soit le sujet. Alors, en fait, on peut être totalement évidemment charmé par ça. Ensuite, il y a le parcours de George C. Scott, qui encore une fois, qui est extrêmement clair, hein, c'est La Première du désert, jusqu'à la fin. C'est pour ça que je voulais, en fait, je me dis que pour moi, Hardcore est un film à prendre par la fin. Parce que la fin, elle est extrêmement problématique. Enfin, elle est problématique. En tout cas, c'est de la façon dont on comprend la fin, la façon dont on l'accepte ou pas d'ailleurs, que pour moi, tout le film se tient ou ne se tient pas. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul film du cycle que je vous passe avec lequel j'ai un rapport problématique. C'est un film que je trouve extrêmement attachant. Moi, le premier quart d'heure, je peux rester pendant 1h30 devant la vie de cette communauté à Grand Rapids. Ça, c'est une qualité presque liée à l'époque, évidemment, qui nous semble d'autant plus désirable qu'aujourd'hui elle est perdue, d'accord? Mais à part ça, le vrai problème, c'est la fin du film. Alors, il faut dire que à l'époque, lorsque Hardcore sort, beaucoup de critiques assassinent le film pour 2-3 raisons, dont une qui me semble assez valable, qui est la réaction de la fille à la toute fin.
Hein, souvenez-vous, il rentre, elle est prostrée dans une espèce de petit cagibi, il ouvre la porte, etc., etc. Maintenant, tu vas enfin rentrer à la maison. Donc là, on est sur la toute fin de la période du désert. John Wayne a retrouvé Nathalie Wood, voilà, il est ça. Bon. Et elle, au début, a la réaction, en fait, qu'on attend et qu'on n'attend pas. Qu'on n'attend pas parce que notre cœur aimerait qu'elle reparte avec papa, mais qu'on attend parce que dans la logique de ce que raconte le film, la fille doit être comme ça. Elle doit réaliser, en fait, on pourrait presque dire, elle doit accomplir l'intuition de la fille qui lui dit, mais est-ce que tu es sûr qu'elle va vouloir revenir? Est-ce que tu n'es pas dans ta tête en train de te faire un film? Et si ça se trouve, elle l'a désiré, elle n'a pas fait une fugue, qui est quand même une hypothèse qui court pendant tout le film. Hein, avec le détective au début qui lui dit ok, j'ai compris, elle est modèle, elle est tout ce que vous voulez, etc. Façon évidemment par antiphrase de dire le contraire. Est-ce que vous avez fait l'hypothèse que cette fille avait envie de quitter voilà, mais dans le monde totalement autistique de George C. Scott, ça n'existe pas, ça c'est une des vraies qualités du personnage d'ailleurs, c'est que Schrader ne ment pas sur le personnage. Pour moi, c'est sa qualité, son défaut, on verra après. La qualité, c'est qu'il ne ment pas, c'est que c'est un type qui ne bouge pas d'un chouïa du début à la fin. Et cette qualité est aussi un problème, peut-être qu'on va y revenir, parce que pour moi d'ailleurs c'est un gros problème, mais il ne bouge pas. Et là on est pour le coup très très loin de la période du désert. Hein, c'est pour ça que le film n'est pas qu'un remake de la période du désert, c'est qu'il reprend la période du désert, mais en fait il le tourne à sa façon. Bon. Et donc, je reviens sur cette séquence de fin, il est face à la fille, donc formidable, donc on se dit là on y va, là il y va, quoi. Là Paul Schrader, on est en 78, on est à la fin des 70s, et encore un film qui nous dit ouais, moi j'avais envie d'être avec les pimps plutôt qu'avec les puritains. Formidable. Aujourd'hui, vous imaginez un truc comme ça, c'est même pas à peine d'y penser. Elle y va, on y va, formidable. Et puis, il y a un moment, donc la fin est jouée, et il la rejoue. George C. Scott lui dit, en fait, il parle pour nous. Il dit, attends, ça fait 1h50 que je te cherche, je me suis déguisé comme un gros têche, j'ai fait des castings porno, et là, tu veux pas, parce qu'en fait, c'est ça que ça raconte, tout simplement, c'est le père qui comprend pas du tout. Et elle dit, oh non, ok, c'est bon, je reviens. Finalement, j'ai besoin de revenir, etc. Et là, évidemment, le film se scinde en deux. Enfin, le film se scinde en deux. C'est-à-dire que si on est un spectateur un tout petit peu cohérent, un peu honnête avec soi-même, on se dit, là, ça va pas. Là, ça va pas. C'est-à-dire que le film doit s'achever au moment où George C. Scott est allé, mais façon Vanishing Point ou The Swimmer, est allé au bout de lui-même, et au bout de lui-même, c'est le néant intégral. Hein, c'est l'idée finalement qu'il arrive devant quelque chose qu'il ne comprend pas. Et quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est quoi? C'est quelque chose que son espèce de sigle n'a pas prévu, son truc tulipe là. Ouais, c'est vraiment la secte, quoi. Hein, tulipe, avec des mots cryptés, des codes, le T c'est pour, etc. À la fin, si le trajet est logique, c'est-à-dire que si on a l'idée d'un personnage qui, au contact de l'autre absolu, peu à peu se métamorphose et comprend quelque chose de lui-même et du monde et en tire des leçons, façon John Wayne à la fin de la période du désert, ce qui est vraiment la fin du film de Ford, hein, le personnage doit repartir seul, ou la fille doit rester seule. Si le film est fordien jusqu'au bout, il l'est jusque-là. Voilà. Donc, jusqu'au moment où la fille dit non, cocksucker, quand elle le traite de cocksucker, qui est quand même, on imagine dans la tête de ce type-là qu'on a vu 1h40 plus tôt, hein, en train de parler des versets, etc., de Jean ou de Paul, bon, là, qui est quand même, bon. Là, on se dit formidable. Comment est-ce qu'on on passe de Paul à cocksucker, tout le film est là, et c'est génial. Mais, Paul Schrader, alors j'y reviendrai, à ce moment-là, fait donc machine arrière, et décide de réécrire comme une deuxième fin qui serait en fait d'une certaine façon la fin qui réparerait la période du désert ou qui réparerait l'esprit puritain de Paul Schrader. Donc, au fond, il faut que les choses reviennent dans l'ordre malgré tout. Donc on est au sommet du désordre et de l'absurdité à toute fin du film, du cauchemar intégral, hein, évidemment. Finalement, il la retrouve, et le pire, c'est même, au fond, à ce moment-là, c'est pas du tout les épreuves par lesquelles il est traversé, c'est même pas ce qu'il a vu. Le pire, c'est qu'en plus, c'est qu'au fond, sa fille ne veut pas revenir avec lui. Ce qui aurait été une fin géniale, extrêmement noire, très pessimiste, mais géniale. Et là, à la fin, finalement, il décide, il ne va pas jusque-là, et il décide malgré tout, au fond, de corriger ça, et de remettre en ordre le monde qu'il n'a cessé de déséquilibrer pendant tout le film. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le père qui repart avec sa fille de façon... disons que la figure paternaliste et virile est réaffirmée, alors que juste avant, il était en pleurs. Parce que vous savez que le film s'inscrit aussi dans un des grands thèmes du cinéma américain, évidemment, de l'époque, qui est, on pourrait presque dire, l'épreuve... la façon dont on va mettre le héros masculin américain à l'épreuve,
certaine façon, du monde et des changements du monde et du bain libertaire de l'époque. Comment sa virilité va être mise à l'épreuve. Le film américain des années 70, ça parle essentiellement de ça d'ailleurs. Clint Eastwood ayant été le grand maître d'œuvre de ça. L'homme qui a passé son temps à être sadisé, humilié, battu, découpé même en morceaux, etc., par des femmes, etc. Eastwood, c'est ça, c'est l'icône virile qui va mettre 10 ans à être, on pourrait dire, amputé de tous les attributs de la virilité. Al Pacino, enfin les grands male heroes des années 70, les grands acteurs sont tous des personnages qui d'un seul coup mettent en doute ou font vaciller le modèle viril et patriarcal du grand héros américain classique, quoi. Et John Wayne ayant été d'ailleurs un des derniers de ce moment-là, de la fin des années 50. Après sont apparus les héros adolescents à la James Dean, et ensuite sont apparus les acteurs qui eux étaient tous avaient un doute sur eux-mêmes, sur leur capacité d'autorité, ce qui est évidemment le cas de George C. Scott, sur leur capacité sexuelle, ce qui est aussi le cas de George C. Scott. Bon, le sexe n'est pas important, vous avez vu cette très belle discussion d'ailleurs, il n'est pas important tous les deux, mais on a deux façons évidemment de le considérer, ou d'en tirer les leçons, mais c'est à peu près la même chose. Donc on se dit que jusqu'à la fin, George C. Scott est évidemment un personnage qui est totalement, et c'est d'autant plus intéressant qu'il est un peu plus vieux, évidemment, que la génération des Pacino, Gene Hackman, Bruce Dern, Robert De Niro, ces gens-là, et que c'était intéressant de prendre un type un peu plus ancien, de la génération du vrai héros américain des années 60, et de lui faire subir exactement le même parcours qu'à tous les petits genoux, de Pacino à De Niro, en gros, ou à Eastwood évidemment. Et là on se dit formidable, il a pleuré, extraordinaire séquence d'ailleurs qui avait servi à Jean-Paul pour la bonne annonce du film, lorsqu'il s'assied dans ce cinéma miteux, porno, à Grand Rapids pour découvrir le Super 8, son film en Super 8 de sa fille. Moment absolument formidable d'ailleurs, qui raconte une des belles idées du film d'ailleurs, c'est est-ce que jusqu'à quel moment je peux voir des choses, c'est aussi une aventure du regard hardcore, c'est aussi un type qui est contraint pour retrouver sa fille de traverser les cercles de l'enfer, la métaphore de Dante elle est là, même jusqu'à la fin évidemment, etc. Mais c'est quelqu'un qui doit aussi traverser presque son propre miroir, jusqu'où peut résister mon regard, qu'est-ce que je vais devoir supporter de voir alors que jusque là je fermais les yeux dessus. On y reviendra tout à l'heure parce que à mon avis, un des plus beaux dialogues du film, c'est Peter Boyle qui lui dit, lorsqu'il lui dit au début, pas quasiment au début d'ailleurs, mais tu sais, il y a des choses dans ce monde qui existent que tu ne veux pas voir, mais ça existe, tu peux ne pas vouloir les voir, mais ça existe. Il y a des portes que tu laisses fermer, et pourtant il faudrait les ouvrir. C'est évidemment le sujet du film. Bon. Et donc, on a donc ce traitement du personnage de George C. Scott, formidable, il a pleuré, à la fin il dit même « j'ai pas été un bon père », j'ai pas été un bon mari. Là, finalement, la figure masculine au début, un peu rigide à Grand Rapids, c'est totalement délité jusqu'à la fin. Et là, finalement, la fille qui lui dit finalement je retourne avec toi papa, qui est une sorte de coup quasiment de coup de précipitation, quoi, un coup magique, qui d'un seul coup, on pourrait dire, restaure intégralement le personnage, ou ramène le personnage exactement à ce qu'il a été au début, et puis remet l'ordre initial, à savoir il y aura toujours ce monde-là. Et il y aura toujours mon monde. C'est ce que dit Peter Boyle encore une fois. Peter Boyle, dans le film, c'est un peu le Virgile, si vous voulez, de l'aventure de George C. Scott dans le film. C'est celui qui, à chaque fois, le met en relation, le conduit, le met dans certains endroits. Dans Grand Rapids, il y a la façade, on pourrait dire, plutôt propre, noble, etc. Et c'est lui qui conduit dans l'arrière-cour, qui lui montre le film. C'est lui qui lui apprend comment ça fonctionne. C'est lui toujours qui lui fait franchir les seuils de son monde à l'autre monde qui pour lui est le monde infernal. C'est vraiment le Virgile Peter Boyle. Et évidemment, lorsque Peter Boyle à la fin, et c'est très important que ce soit lui qui lui dise, il dit à George C. Scott, mais finalement ne reste pas là, tu ne peux rien faire pour cette fille, ce qui est terrible d'ailleurs, ce qui pour moi fait du personnage un des personnages les plus, fondamentalement l'un des plus antipathiques de la décennie, parce que je pense que c'est un personnage profondément antipathique, George C. Scott dans le film. C'est pour ça que je suis surpris que vous soyez pas, que le film vous ait pas plus énervé que ça, parce que je trouve que c'est un personnage vraiment antipathique. Enfin bon, on en parlera. Et donc, Peter Boyle, le vrai Virgile, dit à la fin, tu retournes dans ton monde, tu n'appartiens pas à ce monde-là. Alors, évidemment, tout ça est très problématique par rapport au film de Ford, ou sans penser au film de Ford, évidemment. C'est que le moment, disons que, alors c'est un peu complexe, mais je vais essayer d'être très simple. Dans La Princesse du désert, le moment de la transformation de John Wayne, qui fait que John Wayne passe d'un type un peu fou, un peu psychopathe, plutôt raciste évidemment, obsessionnel, à un type que finalement on a envie d'aimer,
indépendamment de ses contradictions, parce qu'il y a des contradictions aussi chez George Scott évidemment, mais il n'y a que les gastéropodes qui n'ont pas de contradictions au cinéma, c'est formidable, les personnages, on lutte avec ces conflits, on est avec un pôle, avec l'autre, mais finalement, allez, ok, je prends. Bon. John Wayne, on le prend de moins en moins au fur et à mesure du film, et il y a un moment où John Ford fait cette espèce de raccord, de plan extrêmement célèbre, qui est peut-être un des plus beaux, évidemment, raccords de l'histoire du cinéma. C'est lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est à la toute fin du film, Natalie Wood finalement court vers John Wayne, et entre le moment où elle court vers lui et le moment où il va la prendre dans ses bras, il y a tout le film, c'est-à-dire qu'il y a toute cette incertitude. Qu'est-ce que John Wayne va faire de Natalie Wood? Est-ce que c'est le mal qui revient et il va la tuer? Est-ce qu'il va l'ignorer? Ou est-ce qu'il va la prendre dans ses bras? Et c'est une question qu'on se pose après avoir vu la séquence, évidemment. Et là, que fait John Wayne? Il prend Natalie Wood dans ses bras et il la soulève. Et là, il y a un changement de plan de Ford. On avait un plan d'ensemble, on a d'un seul coup un plan plus serré. Et on ne voit plus que le corps de John Wayne tenant en main le corps de Natalie Wood, qui ressemble d'un seul coup à une petite fille, comme si au fond, il effaçait tout ce qu'elle venait de subir pendant des années et des années, et ce qu'il reprenait dans les bras, c'était pas Natalie Wood passée par les Comanches avec toutes ses idées préconçues sur ce qu'elle a éventuellement pu y vivre, subir, etc. Non, ce geste disait, c'est la petite Natalie Wood que j'ai connue, que je suis venu chercher, que je retrouve et que je ramène à la maison. Extraordinaire moment de l'histoire du cinéma, une idée de génie de la mise en scène, etc. Donc ce plan-là, il est important. Ce que fait Schrader, il existe ce plan-là dans le film de Schrader, mais ce plan n'est pas une réplique, n'est pas un plan. Ce plan est une réplique. Hein, c'est que au moment où la fille dit mais finalement je veux rester chez moi, au fond George C. Scott il est exactement dans la position de John Wayne face à Natalie Wood avant qu'elle court vers lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que autant John Wayne la prend dans ses bras, et d'une certaine façon, et la prenant dans ses bras, retournant à l'enfance, c'est un raccord temporel absolument sublime, etc., efface en fait tout ce que nous, efface en tout cas, répare tout ce que nous on a vu du personnage, un type raciste, désagréable, qui est quand même un des types les plus antipathiques des personnages de John Ford, John Wayne, un prince du désert, jusqu'à cette fin, parce qu'on a oublié, prince du désert, on se dit, oui mais c'est John Wayne qui prend Natalie Wood dans ses bras, c'est John Wayne qui la ramène à la maison, et c'est John Wayne qui part dans le Monument de Vallée. Plan dont je vous ai souvent parlé. Évidemment, c'est le mythe, tout ça, on a envie d'aimer ce John Wayne-là, mais avant d'en arriver là, on s'est quand même tapé 1h45 d'un John Wayne, ça a quand même dur à cuire. Hein. Bon. Là, avec George C. Scott, c'est à peu près la même chose, donc on est prêt en fait, à disons qu'à se réconcilier avec ce type, qui vraiment est un type pas aimable, et on y reviendra. Hein. Tous les moments d'ailleurs, c'est un vrai personnage schraderien. Le personnage des filles de Paul Schrader, c'est des gens qui sont toujours un peu à distance de nous-mêmes et toujours des gens un peu antipathiques. Et Paul Schrader est un type un peu comme ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cohérence absolue. C'est un cinéma totalement puritain, qui a un mal fou hein, dans le fait du dialogue, on pourrait dire, etc. Et le film ne cesse de raconter l'histoire d'un type qui ne veut pas dialoguer. Parce que quand on regarde véritablement le film, il n'y a aucune évolution du personnage. Je ne parle pas d'évolution vestimentaire. Allez-y. Attendez, s'il vous plaît, je prenez le micro, s'il vous plaît, parce qu'en fait, on enregistre. Vous allez avoir un micro. Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. À la toute fin, le père se découvre, il se confesse et il tend la main à sa fille. Et il lui dit quand même, voilà, j'ai fait le chemin de l'amour pour venir jusqu'à toi. Et quelque part, il entend ce que lui dit sa fille, puisqu'il répond oui, en effet, j'ai été un mauvais père. Donc, je pense que pour moi, c'est une ouverture sur l'avenir, et je peux supposer qu'ils trouveront un juste milieu entre ces deux mondes horribles dans lesquels l'un et l'autre se sont perdus. Oui. Non, mais bien entendu, ce que je suis en train de vous dire, c'est le fait qu'ils reconnaissent à un moment donné, qu'ils disent effectivement j'ai pas été un bon père, ça oui, mais ça c'est vous avez raison, hein, mais c'est un héros dans la lignée de l'époque, mais effectivement qui fait son grand travail, ou d'une certaine façon, de son grand mea culpa, de la figure masculine du père autoritaire qui n'a pas su converser. En plus sa femme n'était pas là, donc on peut le comprendre, etc. Il n'empêche que à la fin le vrai problème pour moi, c'est que lorsque la fille est convaincue par ça, c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes dans le film, c'est qu'on hypothèse. Le film produit que de l'hypothèse à la fin. Vous avez dit par exemple, oui, mais alors on peut penser qu'ils vont trouver un équilibre. C'est vrai, mais en fait on peut dire ni ça ni le contraire, on ne sait pas. Dès qu'on est tellement, me semble-t-il, fasciné par la dureté
de la fin du film, enfin par le retour, enfin par le fait que Paul Schrader, on a le sentiment qu'il ferme totalement le monde sur lui-même. On se dit c'est pas possible quand même. On se dit il va forcément se passer quelque chose après le générique. Vous avez raison. Et je pense que ce que vous dites est à la fois vrai et de l'ordre du fantasme, et du fantasme positif, comme on peut tous l'avoir en disant forcément il va faire quelque chose. Forcément ça va pas, c'est pas reparti comme en 40. Vous avez raison, on peut imaginer ça. Le problème, c'est que, indépendamment de la figure du père ou du personnage un peu viril, un peu détestable avec son employé au début, avec la couleur bleue, le type, indépendamment de tout ça, il y a aussi le fait que le film orchestre deux types d'opposition, on pourrait dire. D'un côté, il y a le père qui va rechercher sa fille, donc dans quel état il va la retrouver, est-ce que c'est la même, est-ce qu'elle a changé, ou est-ce qu'au fond c'est la même, mais il l'avait jamais vue comme ça, en fait. Voilà, bon. Mais il y a aussi l'opposition, on pourrait dire, du monde puritain du Michigan et le monde dépravé de la Californie. Et ce qui est incroyable dans le film, c'est le fait qu'à aucun moment, ils n'établissent, à l'exception du personnage de la métisse, qui est donc la prostituée, ils n'établissent une sorte, presque on pourrait dire, d'équilibre. C'est-à-dire que du côté de la Californie, c'est le mal à l'état pur partout. C'est-à-dire qu'il n'y a que des pipe shows, on ne parle que de sexe, des chambres de motel, il y a que des tournages de films hardcore. C'est quelque chose, on est vraiment dans une vision. En fait, ils donnent corps on pourrait dire, au cauchemar puritain de ces gens du Michigan au début, et à aucun moment il ne le remet en cause. C'est-à-dire que quand on revoit le film ou quand on le voit, on se dit, mais c'est quand même, attendez, calmez-vous. Il n'y a pas un monde pour racheter l'autre. Oui. Alors, attendez, mais il n'y a pas un monde pour racheter l'autre, c'est qu'on se retrouve à un moment donné avec cette idée, et c'est ce que met, à mon avis, et c'est là, je pense que Paul Schrader, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé autour de cette idée-là. Cette idée, finalement, voilà, j'ai eu une éducation puritaine, ce qui est évident. En fait, j'ai été éduqué dans un monde qui est aux antipodes du monde dans lequel je vis aujourd'hui. Enfin, c'est ça son histoire. Bon. Et il fera la même chose avec American Gigolo, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il essaye pendant tout le film de croire à cet esprit des 70s, que malgré tout, il y a un échange possible. Que du côté des puritains, il y a peut-être un dialogue possible, au fond. Et d'ailleurs, le rôle de la prostituée, elle est géniale, parce qu'à quoi elle sert ? Elle sert pendant 1h30 à tenter de rendre George C. Scott sympathique. C'est ça son rôle dans le film. Hein. Mais au fond, on est pareil, expliquez-moi, moi je suis vénusienne, etc. Elle jette 1500 perches à George C. Scott, qui lui n'en prend aucune. C'est phénoménal, un personnage comme ça, qui reste totalement sur son truc du début à la fin, d'où le fait qu'à la fin, Peter Boyle finit par dire bon, chacun dans son monde. Ce qui est un constat extrêmement pessimiste et auquel croit profond. En fait, c'est un film d'un cinéaste qui est décrit lui-même d'ailleurs comme un de ses films les plus personnels, il en a fait d'autres, d'un cinéaste qui a essayé, a un conflit extrêmement fort en lui, d'ailleurs qui met à l'écran, quand on voit Hardcore, on comprend le conflit interne de Paul Schrader. D'ailleurs, c'est dommage que la chanson du film au début ne soit pas traduite, parce que ça parle de ça, hein. Ces vieux souvenirs, ces anges pas vus, etc. La chanson du film au début commence à parler de ça. Et on sent Paul Schrader, là, on sent voilà mon conflit. Vous avez en tête Taxi Driver, vous avez en tête Raging Bull, etc. Toutes ces choses-là, on voit les films de Paul Schrader jusqu'au côté complètement christique fou dans Un tombeau ouvert. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Nicolas Cage, écrit par Paul Schrader aussi. Et à la fin, il dit ouais mais bon, non, je peux pas. Et c'est assez beau. C'est-à-dire que c'est un film qui nous raconte, en fait, au fond, que la quête. On sent le point que cherche Paul Schrader. Il aimerait être Dennis Hopper, en fait. Il aimerait bien, mais en fait non. Il restera George C. Scott. Et ça, c'est qu'à la fois, on pourrait considérer que c'est extrêmement déceptif, et en même temps, quand il en parle comme un film autobiographique, c'est peut-être, indépendamment des effets voilà, du Michigan, son père, c'est peut-être parce que c'est là qu'il a été au plus près, au fond, de ce qu'il est profondément. Hein. C'est une sorte d'aveu. À la fin, Paul Schrader avoue. Il dit, chacun son monde, je retourne chez moi, ce monde dépravé reste dépravé, même s'il reste séduisant. Parce que, on peut par ailleurs considérer, alors ça bon, que la mise en scène de Hardcore rend par moment même désirable ce lieu de la Californie.
C'est que est-ce qu'on a plus envie de la Californie quand on voit les plans ou les images du film que le Michigan, ou plus le Michigan que la Californie? C'est pas sûr. Ça reste, il y a une forme d'attrait, évidemment l'attrait de Paul Schrader pour ce monde-là, puisqu'il a voulu lui-même s'être vautré complètement là-dedans, être passé par des trucs complètement vertigineux. American Gigolo, de ce point de vue-là, est un film, si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir, qui fait juste après Hardcore et qui est passionnant de voir dans le prolongement American Gigolo, qui étant une sorte de mélange au fond entre le disco et Pickpocket de Bresson, quoi. C'était les deux, Giorgio Moroder et Robert Bresson. Voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne American Gigolo. Regardez-le, parce que pour le coup, c'est un film qui est passionnant, avec Richard Gere, qui, je fais une micro-incise, qui Richard Gere devait jouer le rôle de Al Pacino dans Cruising de William Friedkin. William Friedkin rêvait d'avoir Richard Gere pour jouer Cruising, ce qui aurait été, à mon avis, un film beaucoup plus intéressant, entre parenthèses. Et j'adore Cruising et j'adore Pacino. Il y avait une ambiguïté sexuelle, une indétermination sexuelle chez Richard Gere qui était beaucoup plus forte, sensuelle, beaucoup plus forte que chez Pacino. Quand Pacino arrive dans Cruising avec son torse velu et sa moumoute frisée, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on fait partie de ces films d'histoire de cinéma dont on rêve. Ça aurait été le Cruising de Friedkin avec Richard Gere. Oui, quelqu'un voulait dire? Oui, alors, je sais, on m'entend là? Ah, bien sûr. Oui. Je voulais, vous dites que le personnage n'évolue pas beaucoup, qu'il n'est pas très sympathique, c'est vrai. Bon, je ne l'ai pas trouvé, bon. Mais enfin, je pense qu'il fait un chemin. Il fait un chemin, alors c'est un peu le chemin de croix. Et justement, je pense que c'est un film, justement, sur la question, enfin, cette question religieuse, là, le tulipe. Au fond, ça nous fait penser au jansénisme, à la prédestination. Bon, on est sauvé ou on ne l'est pas. On est sauvé ou on ne fait pas son salut, quoi. Et lui, on a quand même l'impression que sa démarche, ça va un peu à l'encontre. Il se force, enfin, il cherche sa fille, il aime sa fille, on imagine, mais en même temps, en chemin, on a l'impression qu'il s'achète une espèce de, comment dirais-je, de salut, quoi. Non, mais vous avez raison sur la question évidemment la question donc du chemin. C'est un film, justement, bon, vous dites qu'il a eu une enfance extrêmement calviniste, etc., qui s'est intéressé à des gens comme Dreyer ou je sais pas. Et effectivement, c'est des questions qu'on sent dans ce film, quoi. C'est surtout ça qu'on sent, quoi. Non, mais bien sûr, mais le chemin de croix, c'est évident, mais là où le film, à mon avis, est problématique, et d'ailleurs, et je pense qu'il est problématique, mais encore une fois, je pense que c'est de l'ordre de l'aveu, c'est qu'il le met en scène, il le reconnaît, il le filme, ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un désir, en tout cas, ne serait-ce que par rapport à ce qu'est le schéma du scénario, un monde face à son contraire, et comment à la fin on trouve éventuellement un dialogue, une conversation entre les deux. Est-ce que finalement c'est si clair que ça? Est-ce que le monde, c'est ce que se racontent ces gens du Michigan? Et à la fin, le monde, au fond, revient à ce que se racontent ces gens du Michigan. Vous avez raison, il fait son chemin de croix. Mais c'est pour ça que le personnage de Nicky est si important dans le film, c'est qu'à aucun moment, il n'accepte de discuter il a des phrases d'une violence inouïe. Ne me parlez pas de vous, ça ne m'intéresse pas. Ne commencez pas à me raconter votre vie, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quand même des choses d'une violence inouïe. Alors que cette femme, évidemment, on comprend qu'elle elle a elle aussi une enfance difficile, qu'elle fait ça un peu par défaut, qu'elle est un peu paumée. C'est au fond une fille de substitution. Dans le film, on voit bien que voilà, c'est celle qui est entre les deux mondes, etc. Et lui, à aucun moment, n'a cette espèce d'humanité minimale, sauf quand il lui embrasse le front après l'avoir giflé, ce qui est quand même le minimum. Il n'a même pas cette humanité minimale qui est, mais je vais essayer de comprendre, etc. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre, parce qu'on voit bien que le vrai trajet, oui, chemin de croix, oui, le chemin du Père, mais le vrai trajet intellectuel, qui conduirait éventuellement, non pas, enfin oui, à la remise en question de son tulipe, de son monde binaire, etc., ça, il ne peut pas le faire. Or, ce chemin intellectuel-là, c'est aussi un chemin politique, c'est aussi le mélange entre deux Amériques de l'époque, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais alors, je pense que je pense c'est surtout que c'est une dénonciation. Je pense que c'est surtout un film, pour le coup, qui est très honnête. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'aveu de Paul Schrader.
c'est que c'est un film dans lequel Paul Schrader est extrêmement honnête vis-à-vis de lui-même. Il n'est pas comme d'autres cinéastes du nouvel Hollywood. Il ne vient pas des mêmes endroits, il n'a pas la même expérience, il n'a pas forcément la même vision, il n'a pas la même éducation, etc. Donc il n'est pas ni Scorsese, ni Denis Hopper, ni William Friedkin, ni Brian De Palma, ni Francis Ford Coppola. C'est ça qui est intéressant parce qu'au début, le film, on est en terrain très 70s, très connu. Des acteurs qu'on a vus dans d'autres films, le monde du porno qui se développe totalement, le chef-op. On est dans les codes des 70s au début. Là, les 25 premières minutes, on se dit ok, c'est bon, c'est parti, et tout y est. Et en même temps, Paul Schrader fait entendre sa petite musique. Il dit ouais, mais moi, je suis quand même un type qui reste calviniste, quoi. Alors je suis allé aux putes, mais je reste calviniste et j'ai un flingue sur moi. Et de cette espèce de mélange-là, dont lui va beaucoup souffrir, et il le dira beaucoup, en fait, il sort ce film-là. Qui n'est pas un film où on sent qu'il essaie de se réconcilier avec son conflit, avec une part sans doute, la question du père, ces choses-là, mais fondamentalement, ce qu'il nous dit, c'est « je resterai d'abord un puritain », alors que j'ai été un des auteurs et des cinéastes presque les plus prolixes du nouvel Hollywood. Et rappelez-vous quand même de Taxi Driver, hein, des longs monologues de Robert De Niro dans les rues de New York, sur la dépravation, sur la façon dont toutes les rues sont intégralement souillées, rues qu'il faudrait nettoyer, purifier, etc. Et quand on repense, après avoir vu Hardcore après, et qu'on pense à Schrader, on voit bien que tout ça a été totalement écrit par Schrader lui-même, d'une certaine façon. Mais moi, je trouve, si vous voulez, ce que je formule, c'est pas tant une critique. C'est que je pense que ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est que Schrader dans le film passe 1h50 à nous. Pour moi, il dit deux choses contradictoires. C'est ça le problème. C'est que d'un côté, on a le sentiment qu'il a envie que George C. Scott fasse ce grand trajet, qu'à la fin ils disent pas ah bah je retourne chez moi parce que je comprends rien, qu'il y ait un début de dialogue, etc. Et qu'en même temps, pendant tout le film, il ne donne à aucun moment au personnage la chance de cette espèce de conversion-là. C'est pour ça que le personnage de Nikki est intéressant, parce que toutes les 10 minutes, elle arrive en lui disant mais si tu veux, on peut dialoguer. Et toutes les 10 minutes. Oui, mais. Pardon. Oui, ouais, mais non, justement, justement. Oui, mais on aurait aimé que le dialogue ait lieu avec ce personnage qui est là pour ça. C'est la métisse fordienne dans ce film. Mais le père oui, le dit à la fin. Il me semble que le père, et tout le film consiste à monter crescendo, et bien entendu, plus on monte, on tombe de haut. Et le père, à la fin, me semble-t-il, tombe de très très haut en disant « On ne m'a pas appris à aimer ». Oui, bien sûr, mais ça, c'est ce que disait madame, absolument. Bien sûr, je ne pense pas qu'elle l'ait dit comme ça. Enfin, du moins, comme l'a dit l'acteur, plus exactement. Et il me semble-t-il, dans ce film, il est une question qui n'est pas posée, mais qui m'apparaît, à mon sens, évidente. Que veut dire aimer ? Et il serait une erreur, à mon sens, considérable de porter le film sur l'aspect pornographique, alors que ce qu'il me semble qu'il est, et de dénoncer l'aspect, et à mon sens, vous avez un peu biaisé la lecture, au sens où il y a, à vous entendre bien, une espèce de prosélytisme religieux qui est dénoncé par le film. Et justement, cette charge qui est... en fait, cette montée, cette non-écoute, cette non-communication ne fait que démontrer l'enfermement dans lequel est cet homme, comme la pornographie enferme. Et que ce soit... qu'est-ce que l'amour, au fond ça n'est certainement pas être un objet au sens pornographique, être un humain au sens objectivé par la pornographie, ou aimez-vous les uns les autres, qui est ce que la fille dénonce très très bien. Le père, par ailleurs, à la fin du film, en prend plein la tête, si j'ose, comme diraient les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et pour conclure, oui, pronom personnel indéfini, c'est-à-dire toute la société dans laquelle je vis, enfin, dit l'acteur, aurait pu dire, pardon, l'acteur, on ne m'a pas appris à aimer. Et là, je pense à une phrase de Nietzsche, dont je ne me souviens plus. Si nous ne faisons pas la mort de Dieu une perpétuelle victoire sur nous-mêmes, nous aurons à en payer le prix.
c'est ce qui se passe, me semble-t-il, pour l'acteur. Juste un tout petit mot, enfin je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais moi ce qui me semble intéressant par rapport à cette idée du personnage enfermé, et c'est ce que raconte, c'est pas un film qui dénonce. Je veux dire, c'est un film qui, en fait, à mon avis, de ce point de vue-là, c'est que je pense qu'il est un peu plus, pour le coup, il est plus fort que ça. C'est-à-dire que il fait le constat d'un personnage qui, à cause de son éducation, etc., ne peut pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la vie de Paul Schrader. Je voudrais peut-être, mais je ne peux pas. Et je ne peux pas. Je ne peux pas dialoguer, je ne peux pas accepter ça. Il fait des efforts, on peut considérer qu'il en fait évidemment. Mais la fin, ça se termine par une porte violemment refermée. C'est que c'est le contraire de John Ford. Le contraire absolument. Et en même temps, c'est pour ça que c'était intéressant de le mettre dans ce cycle-là. C'est que la toute fin du film, c'est le geste anti-fordien par excellence. Alors aimer, pas aimer, oui, bien sûr, évidemment, bon, ça c'est une évidence. Mais ça me permet surtout de dire quelque chose sur le titre. C'est que la dureté du personnage, son espèce de côté extrêmement fermé, cette difficulté à parler, à comprendre l'autre, à l'accepter, etc., c'est évidemment, à mon avis, l'autre sens du titre, le hardcore. On pourrait presque dire le cœur, on pourrait dire le cœur difficile, le cœur tanné, le cœur sec, que raconte le film. C'est pas uniquement le porno, bien sûr, oui d'accord, c'est le porno, mais c'est aussi l'aventure d'un hardcore. Et le hardcore dans le film, c'est pas le porno, en fait c'est George C. Scott. Si on revoit le film en se disant que le vrai hardcore du film, celui qui justement voudrait mais ne peut pas, et c'est ça qui est formidable dans le film, c'est le conflit permanent. On sent bien que par moments il essaye, mais en fait, alors il n'a pas appris, il ne sait pas, c'est pas son éducation, il est trop tard, il y a plein de raisons qui font que finalement, à la fin, en fait, il se referme, et c'est pour ça que je reviens quand même sur la toute fin du film, parce que quand le film sort, beaucoup de gens disent ça à Paul Schrader. Attends, la fin du film, c'est pas possible. Bon. En même temps, elle est telle qu'elle est, on peut la comprendre. Et Paul Schrader, des années plus tard, regrettera et dira très souvent « Je ne peux plus revoir Hardcore à cause de la fin du film ». Et il a raison, évidemment, parce qu'entre-temps, il a... Mais en même temps, c'est sans doute une fin qui est juste par rapport à ce qui était à l'époque. Je comprends que Paul Schrader, des années plus tard, dise « Je voulais une autre fin ». Évidemment, la fille n'aurait jamais dû repartir avec son père. Oui, mais là, on pourrait presque dire que c'est le monsieur tout le monde qui parle. C'est le cinéphile qui parle. Mais le vrai Paul Schrader, celui qui a vécu à Grand Rapids, etc., si à la fin la fille ne part pas, c'est qu'il ne veut pas qu'elle parte. C'est lui qui a écrit le scénario. Évidemment, après, il va revenir en disant, parce qu'il a conscience que dans la lecture critique générale, tout le monde a envie. Enfin, c'est pas la logique dont je vous parlais au début, elle doit s'en aller, mais lui ne peut pas. Et il raconte ça, oui, elle doit. Et d'ailleurs, on voit bien le côté complètement schizo de la fin du film. On se dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est on est du côté de la c'est quasiment une fin. Il y a une pathologie dans l'écriture de la fin du film qui est incroyable. Et je trouve. Alors après, il regretta Paul Schrader, mais je trouve pourtant sa première réaction est presque d'une certaine façon la bonne. La fin qu'il dit avoir écrite. Parce qu'après, on ne sait jamais ce qui est de l'ordre de la réécriture de l'histoire après coup. Oui. Non, pas du tout. C'est pas fait embêter. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas un problème de producteur. C'est qu'évidemment, il y a toujours des producteurs qui vont vous dire la fin, c'est très très sombre, c'est très pessimiste. Ça donne cette impression-là. C'est tellement rapide. Mais c'est qu'en fait, on sent à la fin, lui décide finalement. Alors peut-être qu'il a peur de la réaction du public, peut-être aussi ça, peut-être qu'il anticipe une fin tellement sombre, ou alors, mais où est l'issue de secours à la fin de Hardcore, si jamais la fille s'en va, ne reste pas avec le père, c'est vrai, c'est une possibilité. Mais l'autre fin qu'il dit avoir écrite après, et qui soi-disant qu'il n'a pas tourné par peur d'eux, mais bon, on ne saura jamais. Et ça, c'est pas inintéressant ce qu'il raconte, c'est que en fait, la fille disparaît. Et donc pareil, George Scott part en Californie, Los Angeles, San Diego, San Francisco pour la chercher. Et finalement, à la fin du film, il ne la trouve pas. Il apprend qu'elle est morte, mais qu'elle est morte d'un accident de voiture des mois plus tôt en Californie, un banal accident de voiture. Et Paul Schrader dit, cette fin me plaisait beaucoup, parce que ça permettait deux choses. Un, d'aller jusqu'au bout du personnage de George C. Scott. À la fin, il n'y a rien. Qui plaît toujours, le côté, il y a plus, le vanishing point, on est vraiment à la fin, il n'y a rien. Et en même temps, ça permettait de dissocier
on pourrait dire, la mort de la fille du monde de la pornographie, puisqu'elle aurait été renversée dans la rue par quelqu'un, par une voiture, un quidam quelconque, alors que là, il y a une concentration du malheur sur le monde de la pornographie, hein, du hardcore, des pimes, des macros, etc. Et je trouve que cette phrase, rétrospectivement, elle est intéressante. Et dans le dialogue, quand donc c'est la fille qui dit, non, c'est le père qui dit ramène-moi à la maison. Et ça, c'est quand même intéressant comme dialogue. Bon, on est surpris par le fait que voilà, ça fonctionne pas. Enfin, c'est trop rapide, ça va pas. Mais cette phrase-là, elle est quand même intéressante parce qu'il y a finalement lui est souillé. Voilà. Non, mais parce que après on est sur tout ce que ça c'est quand même dans le film. Oui, c'est dans le film et puis il y a des séquences. Enfin la séquence lorsqu'il rentre dans un cinéma qui est quand même, je sais pas comment vous l'avez perçu aujourd'hui, mais qui est une des séquences très fortes du film et même de l'époque, qui est évidemment traumatisante, parce que c'est aussi l'expérience du film. C'est le personnage qui jusque-là, comme lui dit à un moment donné le détective privé, vous n'avez jamais voulu voir, vous feignez de croire, vous faites comme si un autre monde n'existait pas, vous gardez les portes fermées, vous fonctionnez comme ça, hein, why not? Si ce n'est que là, il va falloir ouvrir les portes. Et le film ne cesse de mettre en scène un personnage qui doit regarder, enfin plutôt qui doit voir des choses qu'il ne veut pas, qu'il ne sait pas voir. En fait, c'est ça. Et donc c'est pour ça que la première séquence, qui est quand même une opération visuelle plus que forte, hein, de chirurgie visuelle extrêmement forte. Hein, voilà. Lui, on imagine qu'il ne va pas au cinéma, il ne sait pas ce que c'est. Le premier film qu'il voit, c'est un porno amateur avec sa fille. Je ne sais pas si c'est la meilleure des formations pour être cinéphile plus tard, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de hardcore. D'ailleurs, ça nous fait penser, entre parenthèses, il y a de grandes séquences dans l'histoire du cinéma, hein, d'une espèce on pourrait dire, de violence comme ça, de faite au regard, presque pour le dépuceler. Je pense évidemment au Voyeur de Michael Powell. Enfin bref, je ne rentre pas là-dedans, mais voilà. Et il est extrêmement violent. Et moi, j'ai beaucoup aimé les scènes où il traverse le décor comme ça, le carton-pâte. Oui, parce que c'est vrai qu'une des choses du film, évidemment, c'est que, à l'exception du fameux Rattan qu'on voit tuer, poignarder et égorger quelqu'un dans le film amateur, celui qui en fait commet la violence pendant tout le film, c'est George C. Scott. C'est toujours lui qui est à l'origine de toutes les séquences de violence dans le film. Hein. Sauf évidemment le fameux petit film. D'ailleurs, entre parenthèses, bon ça j'en ai pas parlé, mais c'est quand même le moment où la grande légende des snuff movies est en train d'envahir et Hollywood et puis ensuite le cinéma italien. Vous savez, ces films dont on imagine qu'ils ont été tournés dans le but de tuer une ou deux ou trois acteurs, etc. Et que le cœur de ces films sont le meurtre. Les snuff movies, c'était une grande légende urbaine dans le cinéma mondial d'ailleurs. Dans les années 70-80, il y avait eu un film qui s'appelait Snuff, tourné au Brésil, dont on pensait à l'époque, il y avait vraiment des gens qui se faisaient tuer. Il y a eu le célèbre film de Deodato, Cannibal Holocaust. Il y a eu et puis récemment, il y a eu, je crois que c'est Joel Schumacher qui avait fait un film qui s'appelait 8 mm. Un film catastrophique d'ailleurs. Enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que la légende du snuff, le film est aussi contemporain. Et je me demande même si c'est pas un des tout premiers à évoquer cette question du snuff movie, hein, à l'intérieur d'un film mainstream, quoi. C'est vous qui voulez dire quelque chose. Ouais. Non, c'est encore moi là. Pardon, c'est aussi une remarque que je voulais faire. Il est en fait, il est un peu intégriste cet homme. Enfin, il a une religion. Bon, il est un peu intégriste, mais c'est l'intégrisme banalisé, quoi, à l'américaine. Enfin, ce qu'on voit même dans le film de Clint Eastwood que vous avez projeté la dernière fois. Oui, c'est ça en fait. C'est banal au fond. C'est un portrait d'Américain relativement banal, les guerriers ou les... Enfin, lui, il est quand même, pour le coup, il est hardcore. Enfin, il est banal, il existe, hardcore, hein, mais il est dans cette société. Enfin, je trouve que nos intégristes sont plus folkloriques quand même, il me semble. Bon, on ne connaît pas les mêmes. Hein. Oui, peut-être. Ah non, je crois pas. Alors, je sais pas. Non. J'ai eu la chance d'assister il y a quelques semaines aux 3 conférences assez remarquables qui ont été données à la Cinémathèque à propos de Scorsese. Et sur les 3 conférences, il y en a une qui a été consacrée à Taxi Driver. Et de façon assez évidente, pour avoir vu et vraiment creusé le film Taxi Driver grâce à la conférence qui a été donnée, je crois, comme vous l'avez dit, que Schrader reprend ici ce qu'il a voulu faire en partie dans Taxi Driver et
qu'il s'appuie sur la thématique de la prisonnière du désert. Dans Taxi Driver, il y a cette thématique de la prisonnière du désert dans la quête de Robert De Niro pour aller sauver la prostituée interprétée par Jodie Foster. Là, le film Hardcore est uniquement centré sur cette intrigue-là. Il n'y a pas les 3 ou 4 autres intrigues qui viennent se mêler. Et le conférencier qui a présenté le film, donc Taxi Driver, a insisté sur tout le travail préalable qui a été fait, essentiellement par Paul Schrader, et il a souligné 2 influences pour Paul Schrader. Premièrement, celle de Dostoïevski, et deuxièmement, celle de Nietzsche, que monsieur a cité. Alors, pour Nietzsche, de façon un peu différente de ce que monsieur a dit, plus sur la notion de surhomme, avec le fait que le personnage de De Niro a besoin d'extérioriser des pulsions qu'il a. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la référence à Dostoïevski. Parce que il aurait lu, ce qu'a dit le conférencier, une courte nouvelle de Dostoïevski qui est un journal. Alors ce n'est pas le journal d'un fou, mais c'est quelque chose qui y ressemble énormément. Un journal où un homme complètement schizophrène est confronté à deux mondes, son monde réel et celui qu'il fantasme complètement. Et bon, évidemment, toute la littérature de Dostoïevski s'appuie sur la notion de double, presque systématique. Et là, on peut le considérer comme ça, et on peut aussi interpréter la fin comme ça, parce que le personnage de la fille est totalement secondaire. Certes, c'est presque comme si George C. Scott dialoguait avec une autre partie de lui-même. Et c'est ce qu'il veut entendre. Et ce qu'a dit monsieur à ma droite est très juste. Ça n'est pas lui qui dit « rentrons à la maison ». C'est la fille qui lui dit « on va rentrer ». C'est l'autre partie de lui-même qui lui dit « ça y est, on va sortir du fantasme, on va retourner à une réalité bien tranquille ». Donc il a été projeté dans un monde qui est son monde imaginaire, dont il suppute l'existence, parce qu'il vit quand même aux États-Unis, et cette réalité dans laquelle il rentre, il sait qu'il existe, mais elle est inconsciente. Et il rentre dedans, et à la fin, il y a une réaction de rejet, il dit bon, et c'est l'autre qui lui dit non, retourne chez toi, comme tous les autres. Et il y a une scène... Mais oui. Vous avez raison, mais bien sûr, mais ce qui est... Je suis d'accord, mais la différence par rapport à, on pourrait dire, à Ford et même à Martin Scorsese, c'est que cette question du rapport entre le fantasme et l'imaginaire, oui, c'est vrai, je rentre dans une réalité que j'ai fantasmée jusque-là. Et donc, je la caricature, je l'exagère, elle est délirante, etc. Ce à quoi, d'ailleurs, ressemble le film, même dans les couleurs, les couloirs, c'est même symboliquement, le film est très clair là-dessus, etc. En même temps, là où, à mon avis, la différence par rapport à un cinéaste comme Scorsese, et qui pourtant, lui aussi, a été marqué par l'éducation religieuse, vit dans un milieu, etc., et encore plus par rapport à Ford, c'est que à la fin, ces 2 cinéastes-là font le pari, de certaine façon, qu'il y a un dialogue possible, autrement dit, que la réalité est un peu fantasmée et que le fantasme devient un peu réel. C'est ça qui me semble... C'est-à-dire que vous avez raison là-dessus, mais la particularité du film de Paul Schrader, c'est qu'à la fin, en fait, c'est retour à la case départ. C'est-à-dire que la fin ne fait, indépendamment des trajets des uns et des autres, elle ne fait que réaffirmer ça. En gros, c'est reviens à la case départ, reviens d'où tu viens. Alors que chez Scorsese, alors encore moins chez Ford évidemment, le trajet du personnage, il sert un peu à ça, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il a fait, George C. Scott ? Il a fait vérifier que ce qu'il délirait, c'était vrai. Bon, alors ça, c'est un parcours qui n'est pas du tout fordien. Je suis complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas de parcours. Il n'y a pas de parcours. C'est pour ça que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est presque un film qui nous donne un sentiment de faire un grand trajet, mais qui fait totalement... Le personnage fait du surplace. C'est pour ça que un des sentiments du personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver est vraiment un personnage qui est schraderien, parce que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Et cette idée du tourne en rond, c'est le personnage de Schrader. Mais il tourne en rond comment ? Parce qu'il voudrait pouvoir effectuer un parcours, un trajet, avoir une expérience initiatique, passer d'un point à un point B, et en fait, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est des personnages qui, fondamentalement, ne font que creuser une position de départ. Travis Bickle, c'est Taxi Driver. Au début, bon, il est pas très bien, il revient du Vietnam, etc. Et puis à la fin, il creuse de plus en plus jusqu'à cette espèce de massacre, de bain final, etc., etc. Et là, on a
le même type de dynamique. En fait, à la fin, c'est que le fantasme, on l'a presque, il l'a eu sous les yeux. Il est presque encore plus fort. Parce que là, il a vraiment vu ce qui s'était passé en fait dans son fantasme-là. Ce qui fait que, alors que chez Ford et Scorsese, la confrontation du réel et du fantasme permet de casser un peu les deux jusqu'à trouver une zone médiane de conciliation, de réconciliation, de dialogue, d'échange, démocratique, tout ce qu'on veut. Chez Schrader, le passage, en fait, on pourrait dire que l'opposition fantasme-réel ne fait que réaffirmer et l'un et l'autre. Et ça, c'est d'où l'honnêteté du conflit dont je parlais. C'est que, évidemment, il a le conscience, il n'est pas débile, George C. Scott, il a conscience de tout ça, etc. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Au sens des Québécois, vous savez, je ne peux pas, je ne sais pas. En fait, ce mélange du ne pas pouvoir et ne pas savoir. Voilà, c'est les deux, quoi. Mais je suis d'accord, hein, bien sûr, oui. Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose très rapidement. Je trouve qu'il y a une scène qui est très belle, c'est celle où il dialogue avec celle qui s'appelle Nikki, et où elle lui explique que finalement, ils sont les mêmes. Et il y a un très beau plan où ils sont assis dos à dos, enfin ils sont côte à côte, mais elle regarde vers le fond de l'écran et lui de l'autre côté. Et je crois que c'est assez symptomatique de ce. Et après, c'est les éternels on sent bien que dans cette espèce de monde extrêmement binaire que met en scène, comme ça en apparence, Paul Schrader, on a une espèce on pourrait dire d'opposition, de mise en relation des contraires. Hein, l'un étant l'allié objectif de l'autre, c'est-à-dire que le puritanisme a besoin de se construire ce fantasme de Babylone californienne pour pouvoir garder ses brebis à la maison et continuer, etc. etc. Et la brebis, le diable babylonien a besoin de penser que le contraire, c'est George C. Scott le puritain. On voit bien que l'un, en fait, est presque le moteur négatif de l'autre. Hein, et c'est ce que met évidemment en scène le film, c'est vrai. Monsieur. Oui, j'avais envie d'intervenir pour parler un peu plus de cinéma. Et je trouve qu'on a un petit peu oublié le cinéma là-dedans, et c'est justement le reproche que je ferais au film et à Paul Schrader, c'est que la question, je suppose que ça a été dit, mais c'est que c'est un scénariste. Il a aussi des qualités de cinéaste, c'est quelqu'un d'habile, mais il est quand même fondamentalement bloqué par son statut de scénariste, qui prend beaucoup trop de place dans le film, de la même façon, à mon avis, que l'acteur George C. Scott prend beaucoup trop de place par rapport au personnage. Il n'y a pas de personnage dans le film, il y a des idées de personnages, il y a de la psychologie, il y a tout un tas de choses, mais au bout du compte, personne n'est sympathique parce que personne n'existe. Tout ça, à mon avis, c'est quand même fondamentalement un film de scénariste. Et c'est quand même une grosse limite. Non, je ne vais pas dire que j'aime pas. Non, parce que justement, je me suis au début, je me suis posé la question. Non, je ne vais pas dire que j'aime pas ça. Mais disons que non, j'aime bien. Simplement, il y a la limite. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a quand même c'est un petit peu vain de discuter dans le détail des comportements psychologiques de tel ou tel personnage. Parce que le problème n'est pas là. C'est un problème de cinéma. D'ailleurs, le cinéma qui est très présent dans le film, ce qui est intéressant, puisqu'il va citer Hitchcock, il y a Psychose, il y a tout un tas de choses. Sauf que, à mon avis, mais c'est peut-être pas une comparaison très agréable, on a parlé tout à l'heure d'obsession, quand on voit De Palma à côté, on n'est pas dans la même cour, à mon avis. Parce que chez De Palma, les personnages existent dès le début, parce que je pensais à Coppola, quand on voit Les gens de la pluie, il y a du personnage qui existe, il y a de l'humain, disons. Là, il y a des intentions, il y a des moments intéressants, etc. Bon, on parlait de la très belle scène. Pour moi, c'est pas une très belle scène. C'est une scène dans laquelle il y a l'idée de la prostituée, etc. Et ils disent c'est pareil. C'est une idée de scénariste. Bon, il y en a quoi après ça, à la fin, le problème de la fin, c'est pas du tout que la fille vienne, à mon avis. Bon, ce qu'il a voulu dire, c'est que la fille est amoureuse du père. Donc, du coup, elle a besoin de le séduire. Bon, CF, La rue de la honte de Mizoguchi. Et donc, du coup, voilà, à la fin, ils arrivent à trouver un terrain d'entente là-dessus. Mais ça règle rien du tout, bien sûr. Et le problème, là où il y a un vrai problème, c'est par rapport à celle qui aurait pu être l'alter ego, etc. Et finalement, on s'en débarrasse avec une réplique qui est « vous n'êtes pas de ce monde », etc. Bon, il y en a quoi dans le film George C. Scott, il passe son temps quand même à osciller entre le personnage rigide du début, puis des moments où il s'amuse bien et il est sympathique parce qu'en même temps il rigole, et dans lequel il y a son côté physique, massif, etc. Et à mon avis, le problème du film, c'est l'articulation entre le cinéma,
qui sera ce que fait John Ford, qui va justement pas expliciter et qui va faire un plan de cinéma, etc., qui va faire des personnages qui existent d'une certaine façon réellement, et ses intentions de personnages et ces choses comme ça. Bon, par ailleurs, il y a un côté qui, moi, m'intéresse énormément, c'est le côté documentaire, effectivement, qui est très réussi, qui montre justement, en exagérant peut-être, mais c'est là où c'est intéressant, cette invasion économique du porno à l'époque, qui est un phénomène économique, avec tous les gens qui sont nourris par ça et tout ce monde qui existe, même si là encore, attention, on va montrer que des réalisateurs minables, qui sont bien montrés comme minables, avec une scène dans laquelle on voit bien que l'autre dit que oui, enfin bon. Le cinéma, pour moi, les plans de cinéma, c'est le Dahlia noir, c'est parce qu'à un moment on reprend aussi la vue du cinéma muet, etc. Enfin, il y a toute cette idée, le décor, mais ça n'arrive pas à la cheville du Dahlia noir, à mon avis. Alors, non mais moi, je suis content de votre intervention. Alors, je serais moins tranché, radical. Vous voyez, je vous sens dans un truc là, un peu. Il y a nuit debout, je sais pas ce qui se passe, mais voyez, bon. Mais je suis content que vous le disiez parce que c'est quelque chose qui est ce que je disais au début sur le rapport problématique à ce film, c'est que c'est un des problèmes qu'a eu Paul Schrader toute sa vie de cinéaste, c'est qu'en fait, on l'a toujours ramené au fait qu'il était d'abord un scénariste productif, talentueux, quelqu'un qui avait écrit quelques-uns des scénarios importants de la décennie. Mais c'est vrai. Alors effectivement, tout le problème, à mon avis, de la discussion, pour prolonger ce que vous dites, mais encore une fois, je suis moins tranché parce que je pense par moment, il y a des moments de cinéma qui échappent au spectateur, au cinéaste lui-même. Parce que, disons, bon, il faudrait des heures, mais quand vous dites par exemple, oui, le côté documentaire, oui, mais le problème, c'est que le côté documentaire, c'est aussi du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que certains moments à San Diego, à Los Angeles, le début à Grand Rapids, c'est peut-être pas un cinéaste, mais il n'empêche qu'il y a des plans de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a quelques. Bon. Alors, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le vrai problème, c'est que dès que, en fait, le truc, il est là. C'est que dès qu'il n'essaye pas de dire quelque chose, là, il devient cinéaste. C'est-à-dire qu'il a un sens, une intuition, il sait cadrer, il sait monter, il sait choper une ambiance, le détail qu'il faut, et qui sait faire exister assez vite d'ailleurs une situation, un lieu, des personnages. Et dès qu'il se dit attention, là je traite le sujet du film, c'est là d'un seul coup qu'il est un peu, évidemment qu'il est un peu paralysé. Et c'est pour ça que George T. Scott l'est un peu. Et je suis d'accord avec vous, on voit bien la façon dont y a très peu, on pourrait dire que il y a très peu de séquences dans le film ou de plans dans le film qui restent, hormis à mon avis le début, hormis la découverte évidemment de George T. Scott dans le cinéma, qui reste un moment assez beau. Alors après, on pourrait rentrer dans le détail et se dire comment il filme ça. C'est vrai, par exemple, moi il y a des moments, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'il filme d'abord le visage de George T. Scott. Il filme l'écran et puis on va sur George T. Scott et après il inclut George T. Scott en silhouette dans le film. Je ne vois pas l'intérêt de cette espèce de plan-là. Il y aurait plein d'exemples comme ça, mais je suis d'accord avec vous que la différence évidemment entre Scorsese, quoi qu'on en pense, et puis en plus la différence c'est que là vous citez, Scorsese, mais vous citez De Palma, c'est non seulement des cinéastes mais en plus des stylistes. Alors là évidemment, ils sont écrasés. On voit bien que Schrader, son problème, c'est que je suis d'accord avec vous, c'est que disons que ce film-là est un bon exemple du moment où le scénario, en fait, étouffe tous les moments, ou une grande partie des moments de cinéma potentiel. Alors on ne sait pas s'il serait arrivé, mais je suis évidemment d'accord avec vous. Et c'est pour ça que celui-là, alors je suis un peu maso, parce que j'aurais dû vous passer Blue Collar, qui me semble pour le coup beaucoup plus intéressant, avec des vraies séquences de cinéma. La mort de Yaphet Kotto, plein de peintures bleues dans le film, formidable. Là, mais on a le sentiment que là, ce film-là, et comme souvent avec les cinéastes, comme il est au plus hardcore de ce qu'il lui est, de ce qu'il croit, il va faire La Prairie du désert, il va refaire Taxi Driver, il va parler de son père, il va tourner chez lui. C'est mort. C'est toujours mort dans ces cas-là. C'est trop proche de lui. Non, il y a 1000 exemples comme ça. Alors, le film, par ailleurs, effectivement, vous dites qu'il ne faut pas avoir de discussion. Alors, encore une fois, je serais moins tranché, bien entendu. Mais bon, je sens un côté goguenard chez vous. Bon. Mais je pense que après, il faudrait presque qu'on ait une télécommande entre les mains, parce que dire le scénario l'emporte sur le film, je suis d'accord, je l'entends à 1000%, mais je ne suis pas convaincu que ce soit tout de suite voyez, intelligible. Et c'est là qu'il faudrait avoir des séquences pour montrer ce que c'est qu'effectivement un plan de cinéma qui dit quelque chose
que rien d'autre ne dit à l'intérieur du plan. Par exemple, dialogue, par exemple, je sais pas moi, discours, gestes ou objets, etc., etc. Et c'est vrai que là, il y a une énorme différence, sans même d'aller chercher Ford, mais beaucoup de cinéastes de sa génération. Alors Coppola me semble un tout petit peu différent, parce que Coppola, la différence des autres, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours un peu adapté son style aux différents films qu'il a fait, contrairement à des Scorsese. Scorsese, quel que soit le sujet, du Christ à Travis Bickle, c'est du Scorsese. De Palma, c'est du Brian De Palma. Friedkin, c'est du Friedkin. Ou Altman, c'est du Altman. Coppola, il est plus caméléon, quoi. Il est plus protéiforme. Il est capable de faire un road movie avec les gens de la pluie où on se dit, oh, ça pourrait être, je sais pas, moi, ça pourrait être Jerry Schatzberg. Après, il fait Apocalypse Now, où on se dit, ça pourrait être Eisenstein featuring Cimino. Après, il fait Le Parrain, ça pourrait être pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il est plus comme ça. Mais c'est bien que vous ayez dit ça, parce que c'est un point qu'on aborde rarement et qui est compliqué. C'est-à-dire de se dire, lorsqu'on parle d'un film, à quel moment on parle de l'histoire, à quel moment on parle littérairement d'un film, à quel moment on parle de l'essence même de ce que c'est qu'un film, le cinéma. Et très souvent, des discussions d'ailleurs autour d'un film, c'est vrai dans plein d'endroits ou dans des textes critiques ou autres, on se rend compte que ce sont des discussions littéraires sur un film. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de l'histoire, des personnages, de ce qu'ils se disent. Bien entendu, un film, c'est tout ça. Mais en fait, un film, s'il n'y avait que ça ne serait pas un film. Et en fait, c'est ce qui reste qu'on a viré tout ça, en étant, pour le coup, un peu radical. Moi, je dis toujours à mes élèves, une fois que vous avez enlevé tout ce qui est littéraire, qu'est-ce qui reste ? C'est le cinéma. Et c'est vrai que dans Hardcore, si vous enlevez tout ce qui est de l'ordre du dialogue, du jeu des acteurs, de ce qui... Voilà, il reste quelques séquences, mais il en reste beaucoup moins que dans Taxi Driver, évidemment, par exemple, ou Obsession. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'Obsession, Schrader a écrit le scénario et on imagine qu'il était une sorte de lui-même de remake de Vertigo. Enfin, on se dit que ça aurait été drôle de voir Paul Schrader réaliser Obsession quand on voit ce que Brian De Palma en a fait, évidemment. Ouais, je vais peut-être vous faire hurler, mais je trouve qu'il y a une autre manière aussi de voir le film. Non, mais au contraire, non, mais ça me fait pas Voilà. Au contraire, il faut que allez-y. Non, en fait, bon, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'il a un truc à régler avec son père et avec lui d'ailleurs, parce que d'ailleurs, si on transpose complètement le truc, finalement, lui-même, c'est la fille que le père ramène à la fin. Alors, ça veut dire quoi ? Est-ce que quelque part, à la fin, il dit, bah oui, t'avais raison, papa, et j'ai merdé pendant toutes ces années à Hollywood, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez dit par rapport à cette image apocalyptique de la Californie qui est complètement démesurée. Mais je me rappelle de ce que vous avez dit l'autre jour sur American Sniper. En fait, celui qui regarde, c'est George C. Scott, quoi. Donc c'est peut-être aussi, moi c'est comme ça que je le vois, une version fantasmée de George C. Scott de ce qu'est ce monde, sachant qu'en plus il y a à deux reprises dans le film, plutôt vers le début donc, il y a deux scènes qui servent a priori à rien, si c'est pas ça, où on voit George C. Scott couché dans son lit tout seul. Et ça donne presque l'impression qu'en fait, que comme dans des films qui ne sont pas forcément les meilleurs d'ailleurs, tout ça, c'est des séquences rêvées, qu'à un moment donné, George C. Scott, il se refait un film de ce que ce serait si sa fille avait disparu et qu'il allait chercher du côté de l'enfer, etc. Et qu'il se raconte une histoire, ce qui fait qu'effectivement, le truc, il est complètement monolithique. Il n'y a qu'un personnage, il n'y a que lui. Il y a le faux métis, ce qui fait qu'on n'est plus sur du John Ford avec un héros qui, à l'arrivée, va s'apercevoir qu'il n'est plus dans son monde et il rentre tout seul. Il va revenir, mais parce qu'il revient à son départ, il va se réveiller. Et de la même manière, il n'y a pas comme Scorsese la notion de rédemption, parce que la Jodie Foster du film, il ne va pas la sauver là. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est une impression que j'ai comme ça, où une autre manière de voir le film, c'est aussi de se dire que finalement, Schrader, dans son rapport avec son père, il dit non mais il n'y a rien à sauver là-dedans, quoi. C'est-à-dire que mon père, il était comme ça, et il est resté jusqu'au bout. Et que peut-être c'est une manière de regretter qu'il n'y ait rien à sauver dans l'affaire. Ah ouais. Non, mais je suis d'accord, mais quand au début je vous disais il y a une dimension mentale dans la représentation, c'est vrai, et c'est vrai que c'est son père, entre parenthèses, et que Paul Schrader est parti avec son frère, ils étaient tous les deux du Michigan, ils sont partis en Californie, et qu'ils allaient de temps en temps revoir les parents, et que les parents mettaient jamais les pieds chez leurs enfants, sauf une seule fois en Californie. C'est ce que raconte le film, évidemment. Et que, évidemment, que Paul Schrader vit dans cette espèce d'entre-deux-là. Le problème, si vous voulez, c'est que... C'est pour ça que ce qui me fait un tout petit peu tiquer, c'est que vous mettiez American Sniper à côté de ça. Qui là, pour moi, pour le coup, est vraiment un grand film. Enfin, oui, c'est-à-dire que... Non mais...
Ah bon, d'accord. Parce que là j'aurais hurlé, là. Oui. C'est vrai. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Voilà, je veux dire par là, je suis d'accord avec vous. C'est une lecture possible, mais comment dire, pour être tout à fait honnête, je pense que si c'est que ça, en fait, je trouve que c'est, enfin, c'est pas en tant que vous produisant ça, mais si le désir de Paul Schrader, ce n'est que à ce moment-là d'expliquer son film et de le faire dans le cadre effectivement d'un espèce de délire mental où tout ça, où l'homme se ferait peur à ce que ça ait lieu, mais en fait ça n'a pas lieu, je trouve pas ça très pas très intéressant, d'autant plus que Paul Schrader a vécu ça. C'est que Paul Schrader, il a quitté le Michigan, il a vécu du côté des pimps et des prostituées et des souteneurs, il a expérimenté la drogue, il a expérimenté la prostitution, lui est vraiment dans la réalité passé du côté du miroir. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière d'aller faire un film sur finalement quelque chose qu'on fantasme alors qu'on l'a totalement expérimenté d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ce dont souffre Paul Schrader, c'est qu'il a été les deux à la fois. Donc si le film devient un espèce en fait, d'expérience mentale, je trouve pas ça très intéressant. Vous voyez, enfin, je veux dire par là, ou alors il faut un talent de cinéaste. Le mental d'un puritain, ça m'intéresse si on sait en faire, si on est un grand cinéaste. Si c'est Paul Schrader, pas tant que ça, même s'il a fait 2 films que je trouve beaucoup plus intéressants, mais bon. Et la deuxième chose, c'est que si on décide de faire un film vraiment mental, à ce moment-là, il faut plonger au cœur de cette espèce de pathologie-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui n'existent pas mentalement. Le personnage très sympathique du producteur, dont on comprend qu'il a été un espèce de type avant, mais en fait, il est génial, cet acteur. Il est formidable. La façon dont il dit, tu n'es là que pour dire right, etc. Il est génial, ce type. Il est formidable, il est très sympa. Donc, je veux dire, on ne peut pas avoir les Marx Brothers qui arrivent à un moment donné dans un délire mental, diabolique et noir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que votre lecture... Enfin, cette lecture-là, elle tient à certains moments. En fait, elle permet de justifier le monolithisme, l'autisme du personnage, c'est vrai. Voire par moments le côté un peu diabolique, caricatural des décors, des lieux, des couleurs, etc., etc. Mais il y a des moments, certains moments, elle ne fonctionne pas. Alors, il y a pour moi un exemple, le contre-exemple d'un film, enfin le contre-exemple, d'un film réalisé un peu plus tôt, qui arrive à mêler parfaitement cette question du fantasme et du réel, c'est Death Wish de Michael Winner. Je suis dans la ville, film avec Charles Bronson. Vous avez vu ce film? Qui n'a pas vu Death Wish? C'est pas normal, on en est à 4 ans de cycle et tout le monde lève la main pour... Il faut vraiment que vous voyez ce film de Michael Winner, qui est vraiment là pour... C'est un justicier dans la ville, en fait. Oui, pardon, un justicier dans la ville. Film de 74, fait par un cinéaste britannique, extrêmement inventif, pathologique, mal élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça produit des trucs super intéressants, parce que le problème de Paul Schrader, c'est qu'en fait, il a été bien élevé. Et qu'il veut quand même... On sent que c'est son problème. C'est-à-dire qu'il veut quand même faire un film bien élevé. Bon, bref. Et non, il faut que vous voyez à ce moment-là Death Wish de Michael Winner, qui raconte comment un personnage, suite au viol, à l'agression de sa fille et de sa femme, etc., à New York, architecte progressiste, il est dit au début, hein, l'homme vote à gauche, et puis un jour, il arrive ça à sa femme, et puis devant l'incapacité de la loi, exactement comme ici, hein, mais alors qu'est-ce que vous faites, la police? Il arrive, il voit que sa fille n'est plus le centre du monde, mais elle est perdue au milieu de plein... Bon, une séquence qu'on a beaucoup vue et revue au cinéma. Là, Charles Bronson, il décide la loi du talion, mais le film est génial, parce que là, pour le coup, on rentre dans le fantasme pathologique d'un personnage qui pense que c'est le western. Et je ne sais pas si vous voyez ça, là, pour le coup, c'est productif, absolument passionnant, intéressant, etc. Là, je ne pense pas que dans Hardcore, vous voyez, c'est le... Je comprends, hein, vous voyez, on peut dire que tout est mental. Et puis dernière chose, après, c'est un peu le truc, il faut affronter les problèmes éthiques et moraux d'un film. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un problème avec ça, on ne peut pas se dire sans arrêt, ouais mais bon, d'accord, mais c'est mental. Non, attends. Tu vois, à un moment donné, il faut quand même affronter le problème. Et je pense que et pour moi, tout l'intérêt du film de Paul Schrader, pour le coup, c'est que c'est un type qui affronte un problème et ne sait pas comment en sortir. Il constate ça. Il constate l'impossible dialogue, la difficulté à comprendre, à aborder, à aimer, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est un aveu, un gigantesque aveu d'échec. Et c'est, à mon avis, c'est par ce biais-là que le film en fait est le plus aimable. Même si Paul Schrader n'est pas un cinéaste connu pour faire des films aimables. Hein, si vous avez l'occasion d'en voir d'autres, il en a fait quand même beaucoup d'autres. Vous verrez que vous aurez souvent ce sentiment
d'un personnage pris à l'intérieur de ses propres tourments, vivant un peu à l'intérieur d'un monde comme un autiste. C'est quelque chose de typique de Paul Schrader, et c'est vrai qu'en tant que personnage de cinéma, c'est compliqué ça. Vous savez, comme c'est difficile de s'identifier à quelqu'un qui prend de la drogue. Certains pensent qu'en filmant des tortues qui volent, d'un seul coup, on a l'expérience de la drogue au cinéma. Ça marche pas comme ça. Et un personnage qui est torturé, tourmenté, etc., il y en a eu plein comme ça. C'est très compliqué quand on n'est pas un grand cinéaste, d'arriver à produire des plans ou des images qui vous font rentrer dans ce tourment-là, parce que le tourment de George C. Scott, il est quand même très particulier. Il touche quand même pas tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, je crois que c'est fini. Donc il nous reste une séance. La dernière séance, c'est un peu le climax, l'apothéose. C'est L'homme qui tue à Liberty Valance. Tout le monde a déjà vu ce film, mais vous ne l'avez jamais vu, parce que vous allez voir comment on va en parler. Donc là, ça va tout changer. Donc voilà, on termine par un grand classique de Ford. Merci de votre attention et rendez-vous dans un mois, c'est ça? Le 15 juin. Le 15 juin. Merci beaucoup.